Euh, Bonsoir à tous. Alors, merci Yann de ton invitation. Je suis pédopsychiatre à l'hôpital depuis une dizaine d'années. Et en 2009, quand vous commenciez la semaine sans télé à Châtillon, moi j'étais encore pédopsychiatre en banlieue parisienne, dans une banlieue un peu difficile, dans le 93. Et il faut savoir qu'un pédopsychiatre, au centre de consultation, une grosse partie du boulot, c'est de recevoir des enfants qui viennent pour tout style de problème évidemment, mais statistiquement on a de bonnes chances de recevoir disons 9 sur 10 des demandes de consultation. Ça va être un petit garçon qui se bagarre à l'école ou qui ne suit pas bien, donc problème scolaire et problème de comportement. Voilà, c'est les deux gros problèmes à la mode dans les centres de consultation de pédopsychiatrie. Évidemment, il peut y avoir aussi le petit garçon autiste ou la petite fille autiste, mais c'est beaucoup plus rare, et statistiquement c'est surtout les deux premiers qu'on voit. Et quand on est en 2013, rapidement, un enfant qui a des problèmes de comportement importants, il a de bonnes chances de se retrouver assez rapidement traité par des traitements médicamenteux. Alors pareil, le but c'est pas de dire que c'est pas bien les traitements médicamenteux, mais c'est quand même des gros traitements avec des effets indésirables souvent assez importants, qui sont parfois très efficaces, mais avec des gros effets indésirables pour certains, et ça pose quand même question, parce qu'il y a une espèce de dogme qui serait, après avoir dit pendant des années les difficultés avec les enfants, c'est lié aux parents, c'est lié à la relation avec les parents, c'est lié à la mère, enfin bon, voilà, ça c'était le dogme précédent, donc tous les problèmes étaient liés à la mère. Maintenant, le dogme actuel, c'est tous les problèmes sont liés aux gènes. Et donc, quand un enfant est agité, c'est génétique. Quand un enfant est autiste, c'est génétique. Quand tout se passe dans la vie, c'est génétique. Donc, on est passé pour le moment dans un dogme un peu de l'autre côté. Et en tout cas, moi, cette question de l'agitation des enfants, ça me questionnait, parce que j'aimais bien leur demander, quand on se rencontrait, quand on se voyait en consultation, mais t'aimes bien jouer à quoi? Qu'est-ce que c'est tes jeux favoris? Et systématiquement, j'entendais toujours les mêmes noms de jeux. Alors qu'on était en 2009, c'était GTA. Voilà, GTA 4. Voilà, maintenant on est en 2013. Si je pose la question, j'ai 9 fois sur 10 Call of Duty, je sais plus, Smack versus Raw. Ça, c'est un jeu de catch. Voilà, ça, c'est le top des jeux dont j'entendais parler. Et pareil, là le but ce soir, c'est pas de faire une croisade contre les jeux vidéo, mais moi j'ai beaucoup d'amis, enfin j'en ai quelques-uns qui sont des geeks, qui jouent beaucoup, qui sont des passionnés de jeux vidéo. Je peux vous dire que bizarrement, c'est pas à ces jeux-là qu'ils jouent. Donc voilà, il y a effectivement quelques jeux qui sont extrêmement populaires, extrêmement vendus, et qui posent quand même question. Alors ils ont tous en commun, ceux que j'ai énumérés, ou presque tous, en tout cas Call of Duty, GTA sans hésiter, d'avoir un gros 18 avec un rond dessus, et normalement les parents sont censés savoir que c'est pas trop conseillé avant 18 ans, mais n'empêche, voilà, les enfants viennent en consultation. Alors après, quand on voit ça, il y a un peu deux possibilités. C'est soit on se dit, en fait, c'est une coïncidence, ils y jouent tous, mais ceux que je rencontre en consultation, ils jouent comme les autres, mais c'est pas ça le problème. Et j'ai un certain nombre de collègues qui pensent comme ça. Et puis, il y a une autre hypothèse, c'est probablement pas très bon pour eux, et ils auraient peut-être eu les problèmes sinon, mais ça les aggrave, vous voyez, parce qu'on se dit, peut-être que de buter des zombies sur l'écran pendant 4 heures tous les jours, et que ça saigne, et que tout ça, c'est peut-être pas pour leur âge, et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a un 18 avec un rond sur la boîte. Donc à cette époque-là, j'avais commencé à me documenter un peu là-dessus. Et puis, j'avais été même interviewé des vendeurs de jeux vidéo. Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, que j'ai mise sur Internet. Et j'avais vaguement imaginé d'en montrer des extraits ce soir. Mais il y a des enfants, donc je ne le ferai pas. Voilà. Mais si vous voulez la voir, vous pouvez y aller, c'est sur le site. Yann a mis un lien vers mon site qui s'appelle Neuroscience Fiction, sur le site de la semaine sans écran, donc vous trouverez sans problème. La vidéo dure 28 minutes, si vous avez la patience, je pense que c'est 28 minutes utilement dépensées, parce qu'en général, les gens qui voient la vidéo prennent conscience, s'ils n'avaient pas conscience avant, qu'il y a quand même un problème. Vous voyez, c'est pas un jugement de valeur sur la qualité des jeux, et un certain nombre même disent, mais je savais pas qu'il y avait ça dans les jeux, je savais pas que c'était ça, ces jeux-là. Voilà. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que les vendeurs de jeux que j'avais interviewés à l'époque, c'était des gars qui avaient une vingtaine d'années, c'était des gros joueurs, et honnêtement, ils étaient tous très raisonnables. Et quelque part, je les trouve aussi plus raisonnables qu'un certain nombre de mes collègues psy, qui sont juste pas informés, et qui, quand on leur dit jeux vidéo, je pense qu'ils doivent imaginer Pac-Man ou Tetris, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais certainement pas Call of Duty. Donc
Donc voilà, alors c'était le début de mon intérêt pour ces questions, pour les jeux vidéo. Et puis en arrivant à Lyon, c'est vrai que j'ai eu un peu la chance de rencontrer Michel Desmurget, qui est un copain chercheur, qui a écrit le livre TV Lobotomie. Et puis en discutant, c'est quand même vraiment aperçu que ce qui avait été dit sur les écrans de télévision, dans le fond, c'était assez parallèle avec ce qu'on pouvait dire de l'écran de jeux vidéo, qu'il n'y avait pas des différences énormes entre les deux. Donc lui, il a écrit un livre qui est assez sympa à lire, qui est un peu démoralisant, mais en même temps qui est très très bien fait, voilà, sur les nombreux effets potentiellement négatifs de l'exposition à la télévision. Voilà. Et l'année dernière, on a fait un petit article ensemble pour les pédiatres qu'on a publié dans une revue de pédiatrie française, la revue de l'Association française de pédiatrie, qui s'appelle l'Archive de pédiatrie. Et le but, c'était de résumer en peu de pages ce qu'on peut dire simplement, et aussi pour les parents d'ailleurs, de l'effet sur le développement cognitif, sur le développement intellectuel des enfants. Donc là, à la demande de Yann, dans le fond, c'est vrai que tout de suite, on en arrive à la question de pour l'école, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que pour les apprentissages. Vous voyez, le but, c'est pas forcément que tous les enfants aient 20 de moyenne, mais il se trouve qu'on a une époque où, d'une part, on met les enfants sous médicaments quand ils réussissent pas, enfin quand ils sont trop agités, ça c'est un constat, mais c'est en expansion, c'est vraiment impressionnant. Et d'autre part, on n'a jamais autant payé autant de petits cours, d'académia, de choses comme ça, et puis bon, il y a le chômage qui est élevé, enfin je peux imaginer qu'en tant que parent, on a très envie que ses enfants réussissent. Mais justement, ce qui est bizarre, c'est que parfois on a l'impression qu'on met l'enfant dans un système de double contrainte. C'est en même temps tu dois réussir, mais en même temps c'est pas grave si tu es stimulé d'une façon qui va pas forcément t'aider à ça. Voilà, donc ce qu'on a essayé de faire pour les pédiatres, on a coupé le sujet en petits bouts, des effets de l'exposition aux écrans, et on a fait un article qui est en 4 ou 5 petites parties. La première, c'est l'effet sur la réussite scolaire globale. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un effet global du nombre d'heures passées devant les écrans sur la réussite scolaire? L'effet sur le langage, le développement du langage, avec l'idée que le langage, c'est un des meilleurs facteurs prédictifs, c'est un des meilleurs moyens de prédire la réussite des gens du point de vue scolaire, du point de vue académique. Donc ça ne veut pas dire que les gens qui ont des problèmes en langage ne peuvent pas réussir, mais ça veut dire que statistiquement, sur une population, les enfants qui sont les plus à l'aise en langage, ça va les aider pour plus tard, c'est assez bien montré. Donc le langage, l'attention, le sommeil, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais le sommeil c'est important pour la mémorisation, c'est important pour les apprentissages. Et puis, enfin, la question des comportements et de la violence. Parce que vous allez voir, enfin, c'est toujours un peu spécieux les raisonnements autour de cette histoire. Dès qu'il y a une catastrophe aux États-Unis, qu'il y a quelqu'un qui rentre avec une carabine dans une université, on nous dit qu'il jouait aux jeux vidéo violents. Alors il y a ceux qui disent c'est à cause de ça, et puis il y a ceux qui disent c'est n'importe quoi. Moi je joue aux jeux vidéo et je ne vais pas dans les universités avec un pistolet. Donc voilà, c'est évident que tous ces problèmes-là ne sont pas uniquement liés aux jeux vidéo. Voilà. Maintenant, de là à dire que rien n'a été montré et qu'il n'y a pas d'effet, ça c'est d'une grande malhonnêteté. Donc j'essaierai de vous dire pourquoi. Voilà, donc on a une petite heure, mais on va faire assez vite, parce que moi je pense que ce serait sympa qu'on puisse discuter, voilà, si vous avez soit des expériences qui illustrent, ou même des impressions que je dis n'importe quoi, ça m'intéresse aussi. Je voudrais faire un lien aussi avec quelque chose qu'a dit Yann tout à l'heure sur le niveau scolaire qui monte ou qui descend. Il y a eu un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps, c'était « Ça y est, c'est sûr, le niveau baisse ». Et étonnamment, dans l'article qui était signé d'un type qui était présenté comme historien de l'éducation, les seules causes qui étaient envisagées, c'était des causes du côté de la pédagogie. C'est-à-dire, si le niveau baissait, c'était forcément de la faute des enseignants et de l'éducation nationale. C'est bizarre comme idée, parce qu'effectivement, le nombre d'heures passées dans l'enfance, c'est une certaine quantité à l'école, et puis aussi une grande quantité à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur peut aussi avoir un effet. Alors, juste sur la question de la réussite scolaire, je veux dire, donner un exemple qui est très global, mais qui est cité par Michel Desmurget dans son livre. C'est le fait que les Américains, ils ont un certain talent pour l'évaluation depuis longtemps, ils aiment bien évaluer ce qu'ils font, et ils ont un examen national, un peu comme il y a maintenant en France, pour évaluer le niveau de la fin de la primaire. Là. Ils font des tests de niveau à l'entrée à l'université, et ils mesurent... Ça s'appelle le SAT, cet examen, et puis dans le SAT, il y a la partie verbale, SAT verbal, on
mesurent le niveau de langue, d'anglais, des personnes qui rentrent à l'université. Et à un moment, ils se sont aperçus qu'il y avait une chute du niveau. Alors je crois que c'était une chute de l'ordre de 10%, c'est quand même pas négligeable. Hein. Imaginez, voilà, on prend votre niveau de langue, on rabote 10% des mots, c'est quand même pas mal. Et ils se sont demandé ce qui pouvait expliquer une chute de 10% du niveau de la population générale. Et ils ont testé plein d'hypothèses, forcément. Alors c'est difficile a posteriori de savoir qu'est-ce qui a fait que ça a changé. Vous voyez, dans un laboratoire avec des souris, on peut tester des trucs, mais sur une population, une fois que c'est fait, on peut faire des hypothèses, on peut essayer de voir si le modèle qu'on a construit explique ou pas ce qu'on observe. Et alors ils ont testé plein de choses, ils ont testé les trucs les plus misogynes, les plus racistes. C'est parce que les femmes sont arrivées dans les universités, c'est normal, le niveau baisse. C'est parce que les noirs sont arrivés à l'université, c'est normal, ils sont pas comme nous. Vous voyez, des choses comme ça, et aucune de ces hypothèses n'a vraiment expliqué le niveau de langage qui baissait. Et il y a une chercheuse qui a eu une bonne idée, elle s'est dit, mais en fait, le problème, bon, c'est un peu bizarre ça, je vais fermer. Hein. La chercheuse a une bonne idée finalement, c'est de se dire, mais dans le fond, au moment où ces personnes qui rentrent à l'université ont acquis le langage, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour eux? Et rapidement, elle arrivait à cette hypothèse que c'était peut-être lié à l'arrivée des télévisions dans les foyers. Et c'est ce qui a été testé et qui a été la meilleure façon d'expliquer la chute du niveau de langage des années plus tard. Voilà, l'arrivée de la télévision dans les foyers. Alors ça peut paraître bizarre ça, parce qu'on peut se dire, c'est bizarre une télé, ça parle, dans le fond, ça pourrait stimuler le langage, on pourrait apprendre des mots nouveaux, etc. Alors ça pourrait être testé, est-ce qu'il y a plus de mots intéressants à la télévision que dans la vie quotidienne ou dans un livre ou à la radio? Moi je sais pas, mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing, on n'apprend pas forcément beaucoup de mots nouveaux, en tout cas à l'heure actuelle, et c'était peut-être déjà le cas avant. Et en tout cas, c'est vrai que c'est pas intuitivement, c'est pas évident, mais il y a maintenant beaucoup d'études, il y en a au moins 7 en tout cas, sur la question de l'acquisition du langage et de la télévision, qui montrent que quand... donc là, je passe subtilement à la deuxième partie sur le langage. Qui montre que quand une personne quand un bébé est exposé à une télévision en bruit de fond à longueur de journée, en fait ça ralentit l'acquisition de son langage. Et ça c'est très très clair. Et ce qu'on pourrait dire pour comprendre ça, en fait il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Le premier déjà, c'est qu'on sait que quand il y a une télé allumée en permanence, il y a moins d'échanges entre les gens. Moins d'échanges verbaux. Donc ça, c'est probablement un facteur important. Mais il y en a un autre, c'est que pour que le bébé apprenne le langage, il faut que le langage il ait un rapport avec ce qui se passe pour lui. Vous voyez, oh, il est joli le verre, tiens, regarde, tiens le verre. Voilà. Il faut que le verre, quelqu'un interagisse avec lui et relie l'objet et le mot. Vous voyez, et la télé, c'est du langage, certes, mais c'est pas forcément, d'ailleurs, il va pas forcément regarder l'image, et en plus, l'image, pour lui, ça lui évoque rien. Et donc, en fait, c'est comme s'il allait avoir à acquérir le langage dans un moment où en plus il y a un bruit derrière qui est de la même nature. C'est un peu comme si vous faisiez une dictée musicale avec quelqu'un qui joue du piano dans la pièce à côté, vous voyez, c'est juste pas possible. On rend plus complexe la tâche d'acquisition du langage en mettant un bruit de fond de langage derrière, ce qui paraît relativement logique. Donc en tout cas l'effet est assez colossal. Par exemple les chiffres qu'on a dans ces études-là, donc chez les sujets de 2 à 4 ans, par exemple, 2 heures quotidiennes de télé commerciale, ce qui est à peu près la consommation moyenne pour la classe d'âge, aboutit à multiplier par 3 la probabilité d'observer des retards de développement du langage. Si l'enfant est exposé quotidiennement avant 1 an, même à faible dose, le risque est multiplié par 6. Alors multiplié par 3, multiplié par 6, ça ne veut pas dire que tous les enfants vont aller chez l'orthophoniste ou vont aller consulter, vous voyez, mais ça veut dire qu'un problème qui concernait 2% de la population, tout d'un coup, il commence à concerner 6 ou 18 ou 12, enfin, vous voyez. Donc, c'est sûr que si par ailleurs l'enfant a une vie très stimulante dans un milieu où le risque qu'il ait ce genre de problème, c'était 0,1%, ça passera à 2. S'il était dans un contexte, pour une raison ou pour une autre, où le risque c'était 5 ou 10, forcément, c'est 2 fois plus, c'est plus embêtant. Voilà. Donc l'effet sur le développement du langage, c'était relativement clair. Il y a autre chose qui est aussi assez bien décrit, ça rejoint, je crois, ce qu'a dit Yann tout à l'heure, c'est la question de l'attention. Alors l'attention, c'est difficile à définir. On a tous l'impression qu'on sait ce que c'est de faire attention, et en même temps, dès qu'on veut le définir en termes pour faire de la recherche dessus, c'est très complexe. Et
en fait, ce qu'on comprend même de mieux en mieux, c'est que le système de l'attention, c'est pas un seul système, hein. C'est au moins, 3 modules, mais on va dire 2, enfin il y en a 3, disons, vous avez une lumière qui clignote dans l'environnement, un prédateur, enfin quelque chose qui bouge, vous commencez par tourner la tête, hein, donc c'est l'orientation de la vigilance. Voilà. Après, en fait, il y a d'abord le système d'alerte. Voilà, le premier c'est l'alerte. Deuxième c'est l'orientation de la vigilance, ça bouge. Et le troisième c'est celui où vous choisissez de porter l'attention sur quelque chose. Et c'est pas du tout les mêmes évidemment, hein. On peut dire qu'un tout petit naît avec la capacité de réagir à un changement dans l'environnement, hein. Très tôt l'enfant réagit à des stimuli visuels, sonores, etc. Mais par contre la capacité à porter l'attention sur quelque chose et à la maintenir, celle-là, elle va se développer. Et elle va se développer aussi en fonction de ce qu'on fait, en fonction aussi du sentiment de sécurité, hein, de à quel point on se sent tranquille dans ce qu'on peut faire. Vous voyez, personne ne peut se mettre à faire un devoir de maths s'il y a des bombes qui explosent à côté, normalement. C'est pas possible. Hein, on n'est pas disponible pour ça. Donc évidemment que, je vais prendre un autre exemple, là, si l'enfant est dans un contexte où les parents se battent le soir, c'est évident que ça, c'est pas un moyen efficace de développer cette attention dont je parle. Par contre, cet enfant-là, bizarrement, il sera sur le qui-vive, vous voyez, c'est-à-dire au moindre changement, il sursautera, il va tourner l'attention. On voit ce genre de choses chez les enfants qui grandissent dans des contextes effrayants. Voilà. Et ben, l'attention qu'on voudrait voir se développer, hein, c'est celle évidemment de je choisis de porter l'attention sur ce problème de maths, même s'il m'ennuie et même si j'ai du mal et même si c'est pas très agréable, je vais quand même persévérer quelque temps. Et ça, c'est évident qu'un petit de 2 ans il l'a pas, un petit de 3 ans il l'a pas encore, et progressivement on voit que le temps passé sur les jeux peut s'allonger et que la capacité à faire face à la difficulté s'accroît si tout se passe bien. Et l'exposition aux écrans interfère avec ce développement pour plusieurs raisons. Il y a eu des expériences assez intéressantes où par exemple il y avait simplement une télé pendant qu'un petit était en train de jouer avec sa girafe ou d'autres jouaient pour les tout petits, et le fait que la télé scintille, bouge, qu'il y ait du son, que ça change tout le temps, ça capte l'attention du bébé, il la détourne de sa girafe et au moment où il revient à sa girafe, il ne reprend pas le jeu là où il en était, il reprend à zéro, où il fait autre chose, vous voyez. Et donc ça vient en permanence interrompre ces constructions, et ça lui empêche de construire quelque chose de plus sophistiqué. Donc ça c'est pour les tout petits. Mais par ailleurs, alors ce qui est intéressant, c'est que l'effet... alors bon là on va faire un petit saut, mais c'est pas grave. Les enfants dont je parlais, là qui arrivent chez le psy, maintenant on dit qu'ils sont hyperactifs, et on dit hyperactifs avec déficit de l'attention. Alors c'est un abus de langage parce qu'ils n'ont pas tous un déficit attentionnel véritablement. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils bougent beaucoup. Et ça a été assez bien montré, qu'il y a une corrélation assez forte entre passer beaucoup de temps devant les écrans et bouger beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été montré, par exemple, entre les 3 premières années et l'école primaire, c'est-à-dire que l'enfant qui voit beaucoup les écrans pendant les 3 premières années à l'école primaire, il va avoir plus de mal à se stabiliser, il va être plus agité. L'enfant qui, pendant l'école primaire, continue de voir beaucoup les écrans, même si on contrôle par l'agitation à l'entrée dans l'étude, mais on regarde à l'école primaire à quel point il est exposé, ça permet de prédire assez bien son agitation au collège, et le temps d'exposition au collège permet de prédire assez bien l'excitation après au lycée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet cumulatif, vous voyez, c'est-à-dire le fait de continuer à être très exposé augmente la probabilité d'être très agité. Alors voilà, c'est de la même façon. Quand on dit augmente la probabilité de, c'est-à-dire dans une population où un enfant aurait peut-être eu 5% de risque d'être très agité, bon, il va peut-être passer à 10%. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui sont dans les écrans vont être très agités, hein, vous voyez. Mais n'empêche que, en ayant un raisonnement un peu de santé publique, on pourrait se dire, et c'est ce que sont dit les pédiatres américains, si on donnait des recommandations de temps, alors ils disaient jusqu'à 2 heures par jour pour des enfants. Si on donnait ce type de recommandation de temps d'exposition, on diminuerait de tant de pourcents le nombre d'enfants qui sont amenés à consulter pour des problèmes d'agitation. Vous voyez, et c'est intéressant parce que, encore une fois, enfin oui, c'est encore plus embêté que nous pour ça, mais quand on en est à mettre 10 à 20% d'enfants sous médicaments pour qu'ils ne bougent plus,
on comprend que s'il y a un moyen simple, comme simplement diminuer le temps d'exposition aux écrans, c'est préférable à prendre des médicaments pour ne pas bouger et en plus continuer. Parce que moi, c'est ça que je rencontre parfois. Je rencontre des enfants, alors c'est pour d'autres problèmes, mais des enfants agressifs. Ils sont suivis par des collègues, ils ont été mis par les mêmes collègues sous des médicaments pour être moins agressifs. En général, ça les rend un peu vaseux, mais ils embêtent moins les gens. Mais bizarrement, ils continuent de jouer au même jeu ultra violent et parfois à très forte dose. Vous voyez, c'est un peu paradoxal quand même. Donc, pour ce qui est de l'attention, je vous disais, il y a cet effet cumulatif. Et puis, en fait, en gros, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que comme on n'utilise pas le système d'attention dirigée, puisqu'en fait l'écran scintille en permanence, donc on est en permanence en train d'utiliser l'autre système, celui qui est stimulé de l'extérieur, si vous voulez. C'est pas le système je choisis de m'intéresser, c'est le système ça scintille alors je regarde. Et en fait ça nous amène à autre chose, c'est-à-dire que dans le fond la question des écrans, c'est pas uniquement de savoir si les écrans sont bons ou sont mauvais, c'est de savoir aussi ce que l'enfant ne fait pas quand il fait ça. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est évident que de nos jours, un enfant qui passe 4 heures ou mettons par jour devant les écrans, ce qui n'est pas rare, c'est vraiment pas rare, ces 4 heures, il les aurait passées à faire autre chose avant. Alors pas forcément à lire Kant, mais il aurait pu bricoler, il aurait pu faire plein de choses, et en tout cas pas ça. Et vous voyez, même le bricolage, le Rubik's Cube, les Kapla ou n'importe, c'est quand même des activités où on choisit de rester impliqué, parce que les Kapla, ils scintillent pas, le Rubik's Cube non plus. Vous voyez, donc ça produit quand même vraisemblablement pas le même effet. Ensuite, il y a la question du sommeil. Alors ça a été assez bien montré. Quand un enfant a une télé dans la chambre, le temps de sommeil dégringole. Alors déjà, la qualité comme je vous disais à l'instant, des activités n'est pas la même, puisque dans la plupart des cas, l'enfant il peut même faire les activités qu'il faisait, mais avec la télé en tâche de fond. Donc ça ne va pas forcément aider. Mais en plus, la quantité de sommeil diminue. Or, il y a de bons indicateurs pour penser que...